vous parlez de ce coup de fil entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Ils ne s'étaient pas parlé, Léonard Attal, vous êtes sur place à l'Élysée, ils ne s'étaient pas parlé depuis le 29 mars, c'est bien cela, hein? Absolument, c'est le premier coup de téléphone entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine depuis un peu plus d'un mois, le 29 mars, depuis le massacre de Boutcha. Ils ne s'étaient pas parlé et selon nos informations, d'ailleurs, ces massacres ont jeté un froid sur les relations entre les deux hommes. Emmanuel Macron ne souhaitait plus parler à Vladimir Poutine jusqu'à aujourd'hui donc, et ce coup de téléphone à l'initiative du président français, il a duré 2h10 très exactement. On attend encore de savoir ce qui ressort de ce coup de téléphone, de savoir ce qui est espéré du côté français, des nouvelles avancées humanitaires concrètes par exemple. Pour le moment, ce qui est ressorti de ces échanges qui ont eu lieu entre les deux chefs d'État, c'était assez faible. Seulement quelques couloirs humanitaires qui ont été mis en place par la Russie. C'est ce qui vaut d'ailleurs à Emmanuel Macron d'être critiqué par certains dirigeants européens, en Pologne par exemple, qui ne comprennent pas cette volonté qu'a Emmanuel Macron de continuer de dialoguer coûte que coûte avec Vladimir Poutine. En tout cas, au vu de cet échange très long, 2h10, eh bien, le dialogue est maintenu entre la Russie et la France. Merci Léonard Attal, je remercie Hélène de Lacoste qui était avec vous devant l'Élysée. C'est important de maintenir, Emmanuel Dupuy, ce fil diplomatique. Là, c'est vrai qu'on attendait, on se disait ça faisait 3 semaines. Même Emmanuel Macron disait, alors qu'il était en campagne, voilà, je ne lui ai pas parlé depuis les atrocités de Boutcha. Et il avait dit, les autorités russes devront répondre de leurs crimes. Alors le président Emmanuel Macron est le dernier à parler à Vladimir Poutine et celui qui lui parle le plus, une vingtaine de fois depuis décembre et 8 fois précisément, si mes calculs sont bons, depuis le début de l'offensive. Donc je crois qu'il est bon que la France garde cette initiative pour plusieurs raisons. Premièrement parce que l'initiative américaine ne se porte plus sur la question diplomatique, mais sur la question d'un renforcement quantitatif et qualitatif au point de vue militaire. On l'a vu avec la série de rencontres qui se sont déroulées à Kiev même. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, accompagné de Lloyd Austin. La propre épouse du président américain, Jill Biden, se trouve actuellement en Pologne et en Roumanie, précisément dans une base où se trouvent des soldats américains et des soldats français. Donc c'est important que la diplomatie française, parce qu'elle incarne non seulement notre pays avec un président réélu, accessoirement le président Poutine a félicité quand même le président Emmanuel Macron. Donc ils se sont oui, il lui avait envoyé un télégramme, je crois. Il lui a envoyé un télégramme en se félicitant de continuer à travailler avec lui. Il lui a même souhaité une bonne santé. Oui, c'est ça, une bonne santé. En lui souhaitant une bonne santé. Mais je crois que c'est important de rappeler qu'il reste encore 2 mois de présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et puis, accessoirement, la France n'est pas la seule à devoir, ou en tout cas à pouvoir être dans cette capacité de dialogue exigeant avec la Russie. L'Allemagne préside le G7. Et là aussi, c'est un élément important. Le président français, traditionnellement, a confirmé que la première rencontre devrait avoir lieu à l'étranger en territoire allemand. Sauf que d'ici quelques heures, il va rencontrer le Premier ministre indien, Narendra Modi, montrant que la place de Paris est évidemment du point de vue diplomatique. Et je crois qu'il est utile de dialoguer avec Vladimir Poutine pour une dernière raison, c'est qu'il y a sur la table une autre proposition, outre le cessez-le-feu, de garantie de sécurité pour l'Ukraine. Et de ce point de vue, on se souvient que la France avait fait une proposition visant la dernière fois, à élargir... le 29 mars, en plus, il avait demandé un couloir humanitaire à Mariupol. Emmanuel Macron, ça ne s'était pas fait. Ça n'avait Alors, pas il l'avait pu demandé se faire. même avant cela, puisqu'il y avait une initiative tripartite entre le président turc Recep Tayyip Erdogan, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et le président français. Et force est de constater que tous les efforts ont pu aboutir à ce corridor. Effectivement, Antonio Guterres étant le dernier à le demander. Mais la France avait demandé autre chose, avait fait une proposition pour qu'on puisse, une fois que le cessez-le-feu sera acquis, être des parrains, des garants d'un accord de sécurité sur le plus long terme. Oui. Et de ce point de vue, ce n'est pas seulement l'OTAN, ce n'est pas seulement l'Union européenne, c'est les pays du voisinage. Oui, c'est pas seulement l'Ukraine, mais aussi il y a la Moldavie qui inquiète, il y a la Roumanie, il y a la Pologne aussi. On en revient, il l'avait dit très tôt dès le début de la guerre. On revient à ce qui était le mémorandum de Budapest en 1994, au cours duquel, à l'époque, c'était la Grande-Bretagne et les États-Unis, aux côtés de la Russie, qui garantissaient la sécurité de l'Ukraine, de la Biélorussie et du Kazakhstan. La France a proposé que les pays européens prennent cette initiative, comme ça a été le cas il y a 30 ans, pour ces 3 pays. Alors Emmanuel Macron qui poursuit ce... Oui, allez-y. Moi, j'appuie demain, c'est excellent, parce que dans toute guerre, il faut en permanence maintenir un lien, une relation diplomatique.
parce que Poutine pouvait très bien la refuser, il l'a accepté, donc c'est qu'il a un intérêt. Et comme le rappelait Emmanuel Dupuis, c'est le seul. Il n'y a plus que lui Oui, pour l'instant. mais c'est bien. Il est parce critiqué que... pour ça, d'ailleurs. Oui, non, Oui. mais c'est bien, et j'espère que l'Union européenne suivra, parce que quand j'entends le président américain se traiter de boucher ou dictateur, c'est pas comme ça qu'on engage le dialogue. Hein. On va l'écouter, justement, et on va écouter la différence d'appréciation d'Emmanuel Macron, qui se refusait, lui, merci pour la transition, de l'avoir traité de boucher et d'évoquer ce terme de génocide employé par le président américain. Your family budget, your ability to fill up your tank, none of it should hinge on whether a dictator declares war and commits genocide half a world away. Le terme de génocide, il est défini juridiquement, ça ne doit pas être un terme politique. Et donc, il n'appartient pas à des responsables politiques de lancer un terme s'il n'est pas qualifié juridiquement avant, ce qui n'est pas le cas. Yes, I called it genocide because it becomes clearer and clearer that Putin is just trying to wipe out the idea of even being able to be a Ukrainian. C'est vrai que là, dans l'Iowa, quand il arrive sur le tarmac, tout le monde se dit, finalement, il l'avait déjà employé une première fois, il le redit, ce terme de génocide. On pensait que c'était une erreur de parcours. Certains disaient, mais où est passé l'état de santé normal, entre guillemets, de Joe Biden? Et finalement, il assume, Joe Biden, alors qu'Emmanuel Macron, comme vous le rappeliez, mon général, lui est un peu plus prudent parce que les mots peuvent entraîner l'escalade, c'est ce qu'il pense. Il y a eu un mouvement de bascule spectaculaire de la part des États-Unis. On se souvient au tout début de la guerre, Joe Biden disant pas un seul militaire américain pour défendre l'Ukraine. Aucun risque ne sera pris pour qu'il n'y ait surtout pas de Troisième Guerre mondiale qui soit déclenchée. Et puis après, effectivement, quand ils se sont rendus compte, les Américains, que les Ukrainiens, soutenus par la puissance de feu qui leur était fournie, notamment par les Occidentaux, non seulement résistaient, mais pouvaient même à certains endroits contre-attaquer. À ce moment-là, effectivement, les Américains se sont engouffrés dans cette brèche, avec les Britanniques d'ailleurs. Et maintenant, on a entendu d'ailleurs Boris Johnson tout à l'heure qui s'est adressé au Parlement ukrainien. On va l'écouter, Catherine. Décidément, voilà. Vous me faites mes transitions. J'ai plus besoin de travailler cet après-midi. Boris Johnson, Premier ministre britannique, qui est le premier dirigeant occidental à s'adresser au Parlement ukrainien depuis le début de l'invasion russe, donc le 24 février. Et voici ce qu'il propose, un nouveau volet d'aide militaire. Écoutons-le. Vous avez battu l'armée russe à Kiev, vous avez accompli l'une des plus grandes victoires militaires du XXIe siècle, mais vous avez atteint quelque chose de encore plus profond et plus significatif. Vous avez exposé la folie historique qui s'est emparée de Poutine. Oui, le Premier ministre britannique a annoncé donc ce nouveau volet d'aide militaire d'une valeur de 357 millions d'euros, plus de 300 millions de livres. Ça suscite quelle réaction chez vous? On voit que jusqu'à présent, le Royaume-Uni avait fourni 5000 missiles anti-chars, 5 systèmes de missiles anti-aériens avec plus de 100 missiles et 4,5 tonnes d'explosifs. On va donc là encore un peu plus loin. On est l'allié derrière l'Ukraine. On met de l'huile sur le feu. Alors, il faut aider l'Ukraine, c'est vrai, mais on met de l'huile sur le feu. En plus, moi, je vois ça dans le temps. Que vont devenir tous ces missiles anti-aériens? Le jour où vous aurez un Airbus qui, au bout d'Orly, se fera déglinguer par un missile qui sera venu, qui aura été détourné, tout le monde va ouvrir les yeux. Et on dira, si j'avais su. Je dis, vous pensez qu'il y a un risque pour la sécurité de par ces missiles? Un missile anti-char, ça va. Vous tirez une fois, vous détruisez un char. Un missile anti-aérien, mais moi, je vous amène avec moi. En une matinée, vous apprenez à vous en servir, et l'après-midi, vous savez vous en servir. Donc c'est très facile, c'est des armes redoutables. Et le jour où on aura un Airbus qui se fera descendre, là on commencera à dire « Ah ben si j'avais su ». Actuellement, les anglo-saxons, je regrette de le dire, c'est des alliés depuis toujours, etc., mais ils jouent avec le feu. C'est vrai qu'en Afghanistan, avec les missiles anti-aériens Stinger, notamment, moi je me souviens quand j'étais à Kaboul, les Américains proposaient $1 million de récompense pour toute personne étant capable de localiser les missiles Stinger anti-aériens dont on avait perdu la trace. Donc évidemment, dans tous les conflits, quand il y a ce type d'armement qui commence à circuler, il faut rester très précautionneux pour savoir... Et qu'on avait livré quelques années avant. Oui, qu'on avait livré quelques années avant. On avait perdu la trace de plusieurs... Enfin, les Américains avaient perdu la trace de certains Stinger. Et effectivement, c'est extrêmement facile et ça a une portée de 5000 mètres. 5 km, vous pouvez abattre un avion en vol. Donc effectivement, on imagine que cette fois-ci, ils vont faire très attention. Le gouverneur militaire de Paris, il y avait la mission Vigipirate et Sentinelle, et on participait avec la police de l'air et des frontières, la gendarmerie, etc., à la sécurité d'Orly.
Hein, et vous avez des gens, mais c'est leur distraction, ils sont au bout de la piste de Roissy, il y a des spotters là, et puis ils repèrent tous les avions qui décollent, etc. Alors nous, c'était très facile parce que ça nous servait d'indice quand il y avait un nouveau, on allait le voir, etc. Et de temps, ça nous a permis d'ailleurs de faire arrêter les gens parce qu'on n'a pas de pouvoir de police judiciaire. Oui. Mais je dis, ces gens-là, mais quand le jour où un missile partira et disparaîtra, et une fois qu'ils sont livrés à l'Ukraine, je n'accuse personne, mais après, il sort de notre maîtrise. Le jour où on a un avion qui va se faire descendre, on dit ça à Roissy, ça peut être à Londres ou à nous, n'importe où. Hein. Il y a un risque pour la sécurité, Emmanuel Dupuy. En tout cas, c'est un sujet de grande préoccupation pour les experts américains qui se posent la question du court terme et du long terme. Il faut massivement armer les forces armées ukrainiennes pour qu'elles puissent résister dans le Donbass. On parle de 90 canons Howitzer qui ont été livrés, dont la moitié a été livrée, ce qui pose une autre question. C'est une fois que le matériel est livré en territoire ukrainien, étant donné que les capteurs sont moindres, puisque les troupes américaines ne sont plus là pour former les militaires ukrainiens, mais qui sont formés en Pologne, il y a un peu d'opacité sur la manière dont le matériel est dispatché. Mais je suis d'accord avec le général Dary. Effectivement, les missiles Strela ou les missiles Stinger anti-aériens poseront demain une vraie question parce qu'elles ont été livrées en masse. J'ai là les derniers chiffres qu'ont proposés les Américains. 1400 missiles Stinger, 5500 missiles Javelin, donc c'est des anti-tanks, qui peuvent aussi être utilisés potentiellement. Donc c'est vrai que ça pose, pour le long terme, une vraie question. Allez, vous restez tous les quatre